Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on va donc revenir un petit peu sur les moments d'inertie. Donc je vais rappeler un petit peu les moments d'inertie. Et ce qui est très important, donc on va attaquer la matrice d'inertie qui est l'objectif de notre cours. D'accord? Donc c'est la matrice d'inertie qui est très importante pour en ce qui concerne ce cours-là d'aujourd'hui. Alors je vais revenir sur le moment d'inertie. Alors voilà. Alors, j'ai un système. Donc, je rappelle un petit peu ce que nous avons déjà fait. J'ai un système sigma. J'ai une base B, la base avec les éléments de la base E1 que je vais noter E1, E2, E3. On est dans l'espace à 3D. Et j'ai un point Q. Un point Q. Très bien. Alors, je voudrais juste vous montrer la chose suivante. Une fois que vous avez une base et un point, vous avez ce qu'on appelle un repère. D'accord? Vous avez un repère. Voilà mon repère. Eh bien, j'ai donc un système. J'ai le système, la base et le point. Les voilà. J'ai mon système sigma, le voilà. D'accord? J'ai un point quelque part. Donc j'ai un point Q. Et j'ai ma base. Voilà ma base. C'est E1, E2 et E3. Bien sûr, je vais rapporter cette base au point Q. Donc, je vais avoir E1, le vecteur E1 passant par Q, la droite E1, si vous voulez, E3 passant par le point Q, et l'autre. Voilà donc mon repère d'origine Q et la base. Un point M au rapport coordonné dans ce système de coordonnées, au rapport coordonnées X, Y et Z. C'est quoi X, Y, Z? Ce sont les composants du vecteur QM. Très bien. Alors nous avons dit que le moment d'inertie, alors je rappelle, le moment d'inertie. Je rappelle parce que j'en aurais besoin, je ne vais pas faire de calcul, je vais juste rappeler. Alors le moment d'inertie de sigma par rapport à l'axe QE1, c'est un axe, c'est l'axe passant par Q et de direction E1, est égal, c'est I de sigma par rapport à l'axe QE1 est égal l'intégrale. Alors, lorsque vous cherchez le moment d'inertie par rapport à l'axe E1, c'est-à-dire le premier axe de la base, vous allez donc enlever le X. Vous aurez ceci est égal Y2 plus Z2 dm au point M, M appartenant à sigma. Et ce moment d'inertie, nous l'avons noté A. D'accord? Même chose, moment d'inertie par rapport à l'axe QE2. I de sigma par rapport à QE2 est égal l'intégrale. Alors ici, je vais enlever le Y. Je vais avoir X2 plus Z2 dm au point M, M appartenant au sigma. Et ceci, nous l'avons noté B. Alors je vous rappelle ce que nous avons laissé en dernier moment lorsque nous avons fini ce chapitre. Cette partie-là. Alors, A, B, C. Alors, C, même chose, c'est le moment d'inertie de sigma par rapport à l'axe QE3. QE3, c'est-à-dire cet axe-là. D'accord? Cet axe-là est égal, même chose, c'est l'intégrale sur X2 plus Y2 dm au point M, M appartenant à sigma. Et par la suite, nous avons dit, et c'est ce que j'avais donc souligné en fin de l'heure, nous avons dit que pour calculer ces moments d'inertie, ça c'est le moment d'inertie par rapport au premier axe, mais passons par le point Q, le deuxième axe passons par le point Q, le troisième axe passons par le point Q. Et nous avons dit que lorsqu'on veut calculer ces trois éléments, là, lorsqu'on veut calculer ces trois moments d'inertie, il vaut mieux, pour ne pas calculer Y2 plus Z2, X2 plus Z2, etc. Ça, ce sont deux intégrales. C'est-à-dire, je pourrais calculer l'intégrale A'
égale l'intégrale sur x2 toute seule. Vous voyez très bien que c'est très simple, m appartient à sigma. Je définis b' étant égal à l'intégrale sur y dm au point m, et je définis c' est égal à l'intégrale z2 dm au point m. Et par la suite, j'aurai mon a qui est égal à b' plus c'. Vous voyez très bien que j'enlève le a', et que le b est égal à a' plus c', et que le c est égal à a' plus b'. A' plus b'. Pourquoi? Parce que b' c'est l'intégrale sur y2, c' c'est l'intégrale sur z2, et l'intégrale sur y2 plus z2, c'est égal à a. Et donc vous aurez ces choses-là. C'est-à-dire qu'avant de faire les calculs de a, b, c, il vaut mieux de calculer a', b', c'. Vous voyez très bien que le calcul de ces trois éléments, c'est plus simple, Alors, je ne vais pas vous donner le moment d'inertie par rapport à un plan, je ne vais pas vous donner le moment d'inertie par rapport à un point. On n'en aura pas besoin pour l'instant. Alors, ce qu'on aura besoin aujourd'hui, c'est la suite de ça, parce que c'est très intéressant de relier ceci avec la matrice d'inertie. Alors voilà cette matrice d'inertie. Alors, avant de définir la matrice d'inertie, je vais donc définir ce qu'on appelle, donc je vais commencer le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, c'est opérateur d'inertie, et matrice d'inertie. On va définir les deux, l'opérateur d'inertie et la matrice d'inertie. Eh bien, on part toujours d'un système sigma. Regardez, c'est toujours la même logique. On va revenir toujours sur la même chose. Je pars sur un système sigma. Je me donne un point Q de l'espace. Je me donne une base B quelconque, que je vais noter par exemple B1, B, E1, E2, E3. Ce sont des éléments quelconques. Alors, je vais définir un opérateur J de R3 vers R3 qui à chaque vecteur U fait correspondre G de U. Bien sûr G de U. Alors G de U, je vais l'écrire comme ceci. Alors normalement, l'opérateur du système sigma au point Q pour bien désigner cet opérateur. C'est l'opérateur du système sigma au point Q. D'accord? C'est l'opérateur du système sigma au point Q. Alors, il vaut mieux, pour l'instant, normalement, c'est ça la notation que je vais utiliser pour cet opérateur. C'est un opérateur du système au point Q. La base, on aura besoin de la base par la suite. Alors, juste pour une petite notation, alors, cette notation, je vais l'oublier pour l'instant. C'est la même chose. Je vais le noter, cet opérateur, je vais le noter comme ceci. Rien que pour l'écriture, pour avoir une écriture plus simple. Je vais le noter sigma, juste pour l'instant. Et après, je vais enlever cette notation. Sigma Q. Vous voyez très bien que je l'ai mis en bas. Ceci, appliqué à U, va me donner J. Normalement, c'est J de U. C'est cette chose-là qui est à côté de U qui dérange un petit peu les étudiants. Alors, c'est pour ça que je vais l'enlever. C'est une application. C'est J de U, C'est J de U, J de U. J de U. Sauf que je vais mettre ici sigma Q pour se rappeler que c'est l'opérateur de sigma au point Q est égal. J de U, c'est la fonction. C'est la fonction, il est défini comme ceci. J de U est égal l'intégrale. Alors maintenant que je vais faire intervenir le Q. Voilà mon Q. Mon sigma, eh bien je vais intégrer sur sigma. Très bien. Q quoi? Q, P. P, c'est un point qui appartient à sigma. Le voilà. D'accord? Très bien. GP, QP, vectoriel, entre parenthèses, vectoriel. Mon vecteur U, J de U, est égal à ceci. U, vectoriel encore une fois, QP. dm au point P. Voilà mon opérateur. Ça, c'est la définition. Ça, c'est par définition. Ça, c'est la définition de mon opérateur J.
Cet opérateur, on en aura besoin parce que par la suite, on va faire des calculs. Lorsqu'on fait des calculs, on va trouver cet opérateur à l'intérieur de l'énergie cinétique, moment cinétique, etc. Et donc, on a besoin de cet opérateur. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, donc, avant d'aller plus loin, cette notation, c'est la même chose que celle-ci, hein, c'est la même chose. Sauf que je vais un petit peu décaler pour que vous puissiez voir. Je vais décaler le J. Et introduire sigma Q ici. Hein. C'est la même chose. C'est J appliqué à U. Hein. C'est pas le produit scalaire de ceci scalaire U. C'est J appliqué à U. Bien, je vais pas le faire pour l'instant. Je vais laisser cette notation pour l'instant pour ne pas avoir de problème. Alors, on montre, je vais pas le faire, hein, on montre que mon opérateur J est un opérateur symétrique, est un opérateur linéaire d'abord. Opérateur, il est linéaire. C'est un opérateur linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit U, V, deux vecteurs, parce que mon opérateur, c'est un opérateur de R3 vers R3 à un vecteur fait associer G de U, G de I, c'est un vecteur aussi qui appartient à R3. Ça, c'est un vecteur, et le G de U, c'est un vecteur. Celui-là, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur. Ce vecteur, il est défini par ce produit vecteur. Et ce double produit vectoriel et l'intégration, c'est un vecteur. De toute façon, c'est un vecteur. Quel que soit U et V, et alpha et bêta sont des scalaires, vous aurez J, bien sûr, J sigma Q. Je le mets en bas, juste pour ce moment-là, et après je vais utiliser cette notation que je vais laisser par la suite. J sigma Q appliqué à alpha U plus bêta V est égal à alpha J sigma Q appliqué à U plus bêta J appliqué à V sigma Q. Vous voyez très bien que, là, vous voyez très bien que c'est une application. Ça, c'est une application. C'est une application. On peut démontrer que c'est une application. C'est très simple pour montrer ceci. Vous mettez cette valeur-là, vous la mettez à la place de U et vous faites le calcul par la suite. Vous allez arriver ici. C'est l'application des symétries. Alors, 1, l'application est symétrique. 2, l'opérateur, elle est linéaire. 2, l'opérateur J sigma Q est symétrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est symétrique. Ça veut dire que quel que soit UV, encore une fois, que quel que soit U et V, vous aurez U scalaire cette fois-ci. Pourquoi scalaire? Parce que J de V, vous voyez, c'est un produit scalaire. Pourquoi? Parce que ça, c'est un vecteur et ça, c'est un vecteur. Ça, c'est un produit scalaire. Hein. Sigma Q égale, même chose, regardez, le V va prendre la place de U, le U prendra la place de V. V scalaire J sigma Q. On peut faire la démonstration, je ne vais pas la faire. Vous avez la démonstration dans votre polycope. Je ne vais pas la faire parce que sinon, ça va nous prendre un peu de temps. Alors, ce qu'on va retenir, c'est un opérateur qui est linéaire, il est symétrique. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il est symétrique. S'il est symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai un opérateur qui est symétrique, il est linéaire. Ça veut dire que la matrice associée à mon opérateur J dans n'importe quelle base, elle est symétrique aussi. Ça veut dire la chose suivante. Ce qui est très important, c'est ça ce qui va nous permettre de déterminer cette matrice. Puisque l'opérateur est symétrique, la matrice associée à mon opérateur dans n'importe quelle base. Alors je vais revenir, voilà mon opérateur. Il faut que j'écrive, c'est mieux parce que si je parle, ça ne donne rien. Donc il faut que j'écrive en même temps. Alors, voilà mon opérateur. Je vais l'écrire maintenant, l'écriture normale. J sigma Q. Ça, c'est mon opérateur. D'accord? Je vais pas le mettre, c'est F. C'est comme si vous avez la fonction F. Je vais pas écrire F de X. Mon opérateur J. Elle est symétrique. S'il est symétrique, ceci entraîne
que la matrice associée à J sigma Q, et maintenant je vais introduire la base dans n'importe quelle base, bien, est symétrique. Dans n'importe quelle base est aussi symétrique. C'est la matrice qui est symétrique. C'est cette matrice. L'opérateur est symétrique, donc la matrice associée est symétrique. Alors cette matrice, qui est l'objectif du cours d'aujourd'hui, on va la noter, la matrice, ben voilà, je vais noter un grand pi, la matrice de sigma aussi, au point Q, vous mettez un point virgule ou bien virgule, ça n'a pas d'importance, c'est la matrice du système sigma, c'est la matrice d'inertie, on l'appelle appelée matrice d'inertie. Ça, c'est la matrice d'inertie. Ça, c'est l'opérateur, ça c'est mon opérateur d'inertie. Et ça, c'est ma matrice d'inertie. Matrice d'inertie. C'est la matrice associée à l'opérateur d'inertie dans une base B que je vais mettre ici. Je vais indice la matrice du système sigma au point Q écrite dans la base B, qu'on a exprimée dans la base B. Parce que si je change de base, je vais changer de matrice. D'accord? Bien. Alors, je vais juste rester ici. Alors, cette matrice, alors la matrice, je reviens, pour vous dire ceci sans faire de démonstration, parce que si on veut faire des démonstrations, on va prendre beaucoup de temps là-dessus. J'ai mon opérateur d'inertie que j'ai défini là-bas. C'est un opérateur qui est symétrique. À cet opérateur correspond une matrice. Cette matrice s'appelle la matrice d'inertie du système sigma au point Q, exprimée dans une base B. Cette matrice, quelle que soit la base, elle est toujours symétrique. Quelle que soit la base, elle est symétrique. Cette matrice qu'on appelle la matrice d'inertie. Et cette matrice, elle est égale. Voilà ce qui est très important. Cette matrice est égale. Donc, je vais vous donner à quoi est égale cette matrice. On va faire, si vous voulez, le calcul. Est égal. Voilà cette matrice. Il va nous donner cette matrice. Voilà. Je vais agrandir un petit peu la matrice. C'est pas très difficile. Alors, cette matrice est égale ici. Voilà mon A. Le premier terme, c'est A. Vous allez me dire, c'est quoi A? Eh bien, A, c'est le moment d'inertie. A, c'est le moment d'inertie de mon système sigma par rapport à l'axe QE1. Parce que la base B, c'est E1, E2, E3. A, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe QE1. B, le voilà. Il va être ici. B, c'est le moment d'inertie par rapport à C, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe QE3, etc. Et en plus, vous avez ici les trois moments d'inertie. Ils sont sur la diagonale. Ça, c'est le moment d'inertie. La base, je vais la mettre ici, par exemple. En bas, la base, la base. Pour dire que ma matrice, elle est écrite dans la base B. Alors, vous voyez très bien que pour indiquer la matrice, on l'a écrite dans la base B, ou bien qu'on vous demande d'écrire la matrice dans la base B, il faut indiquer votre matrice, il faut indiquer la matrice et la base dans laquelle vous l'avez exprimée. Sinon, on va pas savoir. C'est comme si vous avez un vecteur. Lorsque vous écrivez V est égal les coordonnées, dans quelle base, dans quel repère? On ne le sait pas. C'est exactement ici. Il faut préciser dans quel repère vous avez, ou bien dans quelle base vous avez exprimé votre vecteur. Bien. Alors, ma base, par exemple, c'est les vecteurs E1, E2, par exemple. Ça peut être n'importe quel vecteur. De toute façon, je vais créer E1, E2, E3. Donc, sur la diagonale, vous avez le moment d'inertie par rapport à l'axe, je vais le dire que c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe des X, parce que E1, c'est normalement, nous avons noté le point M de coordonnées X, Y, Z, X, Y, Z, X, c'est le coordonnée, c'est par rapport à E1. Donc, vous avez donc, c'est le moment d'énergie par rapport à l'axe E1, par rapport à l'axe E2, par rapport à l'axe E3, mais passons par le point Q. Et par la suite, vous aurez un moins. Vous allez me dire c'est quoi moins? Donc je vais rajouter d'autres termes, A, B, C, moins D. Je fais ça, moins D, moins E et moins F, pour vous dire, afin de
mémoriser des valeurs que j'ai mis ici. Et par la suite, il me reste la matrice elle est symétrique, ceci je vais l'avoir ici. La matrice elle est symétrique, ce terme-là, vous allez l'avoir ici. La matrice aussi elle est symétrique, hein, quelle que soit la base. Le E, vous allez le retrouver ici, c'est moins. Alors faites attention à moins. Moins. Et le D, c'est moins D. C'est une matrice symétrique. Alors je vais réécrire à quoi est égal A, B, C, D. Alors A est égal, ou bien avant d'écrire à quoi est égal A, B, C, je vais remettre mon système. J'ai la base, par exemple ma base E1, E2, E3, et mon point Q. Voilà mon système, voilà un point M, dont les coordonnées sont X, Y, Z, dans le système d'axe Q, E1, E2, E3, hein, dans ce système, c'est-à-dire X, Y, Z, normalement ça c'est QM. QM est égal à X, Y. Le vecteur QM a pour composante X, Y. D'accord? Eh bien, A, B, C, D, E, F, à quoi est égal? A. Ce sont les mêmes, hein. Ce sont les mêmes que ce qu'on avait. Lorsque je veux prendre le A, je vais vous mettre ceci pour se rappeler. Mettez un A ici. Et après, on va faire la démonstration, hein. Pour l'instant, juste pour se rappeler, hein, je m'excuse. Le A, je le mets ici. Le B, je le mets ici. Le C, je le mets ici. Rien que pour se rappeler, hein. A, c'est l'intégrale sur Y2 plus Z2. B, c'est l'intégrale sur X2 plus Z2. C, c'est l'intégrale sur X2 plus Y2. D'accord? A, c'est l'intégrale sur Y2 plus Z2 dm au point M. Bien sûr, c'est le moment d'inertie et par rapport au premier axe. B, c'est l'intégrale sur X2 plus Z2 dm. C'est juste ce que nous avons tout à l'heure rappelé. Et C, c'est l'intégrale sur X2 plus Y2 dm au point M. Très bien. Il va me rester D, E, F. Eh bien, quoi est égal à D? Eh bien, je vais remettre A, B, C. Je vais remettre D, E, rien que pour se rappeler. D, E, F. D, E, F. Alors, D, c'est le produit d'inertie. D, ce sont les produits d'inertie. D et E, F, ce sont les produits d'inertie. D à quoi est égal? D est égal à Y fois Z. D, il n'y a pas de moins. D, le moins, c'est à l'extérieur de D. D est égal à l'intégrale. Alors, D est égal à l'intégrale YZ. C'est YZ dm au point M. E, c'est l'intégrale. Alors, pour E, DE, E, c'est XZ. C'est XZ dm au point M. Et F est égal à l'intégrale. F est égal à l'intégrale sur XY. Sur XY. dm au point M. Vous pouvez aussi voir DEF ici. Regardez. Si je note ceci, c'est X. Je note ceci, c'est Y. Et là, je note ceci, c'est Z. Ici, c'est X. Ça, c'est Y, la ligne des X, Y. Et ça, c'est la ligne de Z. Vous voyez très bien que D, c'est Y fois Z. Le E, c'est X fois Z. Le F, c'est X fois Y. Et donc, vous aurez donc pour mémoriser ces choses-là. D'accord? Eh bien, je ne sais pas si je pourrais... Bien sûr, on pourra faire la démonstration, mais... alors, je vais laisser la démonstration à la fin. D'accord? C'est mieux. Je vais laisser la démonstration à la fin parce que, croyez-moi, donc le résultat est là. C'est-à-dire la matrice associée à l'opérateur sigma dans une base donnée, c'est celle-ci. D'accord, c'est celle-ci. Il faut donc juste calculer A, B, C, D, E, F, etc. C'est tout. Hein, c'est tout. Un exemple. La démonstration, si j'ai le temps à la fin de l'heure, je vais le faire. Sinon, si on n'a pas le temps, tant pis. Donc, vous allez la voir sur votre polycope. Vous avez sur le polycope deux manières de retrouver la matrice d'inertie. Donc, vous êtes gâtés là-dessus. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est de retenir cette matrice d'inertie. Alors, pour retenir la matrice d'inertie, il faut retenir trois choses pour la matrice. Il faut retenir qu'il vous faut un système sigma, il vous faut donc une base, il vous faut un point. Les trois choses, ils vont ensemble. La matrice d'inertie
du système sigma au point Q exprimé dans la base B. Donc vous avez, il faut le système sigma, le point Q où je vais exprimer ma matrice et la base dans laquelle j'ai écrit la matrice. Bien, alors je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple simple, vous allez voir que c'est très très simple. Ne cherchez pas beaucoup de choses parce que ça sert à rien, vous allez vous perdre là-dessus. Bien, alors, un exemple. Voilà un exemple, je vais prendre un demi-disque, un disque carrément. Je prends un disque, voilà un disque. Voilà le centre du disque. J'ai un disque B d'origine, je vais marquer l'origine par la suite. Maintenant, il me faut d'abord, je voudrais calculer la matrice. Voilà ma matrice de mon disque D. Voilà, de mon disque D. Il faut me dire où vous allez la calculer. Une fois que vous allez me dire où vous allez la calculer, dans quelle base vous allez exprimer cette matrice, là, je pourrais faire le calcul. D'accord? Alors, pour simplifier, supposons que je voudrais calculer cette matrice au point O0. Ce point-là, je l'appelle le point O0. Bien sûr, j'ai mon point O0. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à définir une base. Il faut prendre une base. Dans quelle base vous voulez le faire dans cette base? Dans cette base, ça dépend de ce que vous allez choisir. Supposons qu'on vous applique cette base. Là, voilà. Voilà mon X0. Au lieu d'avoir E1, voilà Y0. Et le Z0, c'est vers vous. Alors, faites attention. Lorsque je fixe la base, je fixe le premier axe, le deuxième axe, le troisième axe. C'est très intéressant. Parce que vous voyez très bien que l'axe Z ici, si vous mettez votre disque comme ceci, vous avez l'axe Z, il est porté par l'axe du disque, l'axe Z. Et vous avez le X0 ici, le Y0 ici. Je pourrais changer les axes. Je pourrais garder la même origine, mais changer la base. Au lieu d'avoir le XY, l'axe X ici, Y ici, Z ici, je pourrais prendre par exemple l'axe Y ici, Z ici, X0 c'est vers vous. Donc il y a plusieurs choix possibles. Donc ici, je vais la calculer dans la base B0. Et la base B0, on vous donne la base B0, B0, c'est X0, Y0, Z0. Et maintenant, c'est fini. On me demande de calculer la matrice d'inertie du disque au point O0 exprimé dans la base B0. Là, voilà la base B0, là, voilà le O0. Donc mon problème, il est bien défini. Alors maintenant, il me reste à faire quoi? Il me reste à dire que c'est cette matrice, elle va être égale, donc elle va être égale au terme que nous avons défini. Vous aurez tous les termes. Vous aurez le terme A, B, C, moins D, moins E, moins F, et moins F, et moins D, et moins E. Dans la base B0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer A, B, C, D, E. C'est très simple. Donc, je vais commencer par faire le calcul de A, B, C, D, etc. Alors, avant de faire le calcul, bien sûr, on va faire comme pour le centre de masse. Il faut choisir le système d'axe approprié. Ici, je vais choisir, par exemple, les coordonnées polaires. Très bien. Eh bien, un point M, le voilà mon point M, qui appartient au système. Ça, c'est mon point M. Bien sûr, O0 et de rayon R. Mon point M aura pour coordonnées, dans ce système d'axes, toujours, on les a appelés X, Y et Z. Très bien. Alors, si je prends les coordonnées polaires, OM, je vais avoir ici, ça c'est X, et ça c'est Y. Et si je prends les coordonnées polaires, je vais avoir R, et là, je vais avoir mon θ. Bien. Alors, remarquez d'abord que Z est égal à 0. Ça, il simplifie déjà le problème des calculs de A, B, C, D, etc. Z est égal à 0, ça veut dire quoi? Z est égal à 0. Regardez, la première chose, Z est égal à 0. Avant de faire tous les calculs, Z est égal à 0. Alors, à quoi est égal à A? Vous voyez très bien que le A est égal à l'intégrale sur Y de plus Z de dn. Puisque Z est égal à 0, ce terme-là il va disparaître.
B est égal à l'intégrale x2 plus z2 dm, z va disparaître. Donc je vais écrire que A, lorsque z est égal à 0, A se réduit à la valeur A est égal à l'intégrale sur y2 dm au point m. B se réduit à l'intégrale sur x2 dm au point m. Le C, lui, il reste le même. C'est l'intégrale sur x2 plus y2 dm au point m, hein, x2 plus y. Ça, c'est pour ABC. Alors, je reviens encore ici. D, E, F. Vous voyez très bien que D est égal à 0 parce que Z est égal à 0 et E est égal à 0 parce que Z est égal à 0. Il me reste le F. Donc ici, je vais avoir D est égal à 0, E est égal à 0 et F va être égal à l'intégrale xy dm au point M. D'accord? Et donc, je vais calculer A, B, C et E. Il me reste à calculer A, B, C et E. Sauf que, alors maintenant, je vais simplifier davantage. Alors, au lieu de calculer, regardez que C est égal à A plus B. Parce que C est égal à l'intégrale sur x2 plus l'intégrale sur y2, donc C est égal à A plus B. Déjà, C est égal à A plus B. D'accord? Autre chose, lorsqu'on va faire l'intégrale, vous allez voir l'intégrale sur y2, c'est la même chose que l'intégrale sur x2. C'est-à-dire que A est égal à B. On va voir que A est égal à B. On va voir A est égal à B. Et lorsque A est égal à B, ceci entraîne que C est égal 2A ou bien 2B. C est égal 2A ou bien C est égal 2B, comme vous voyez, comme vous voulez. Eh bien, soit je calcule A et j'en déduis C, soit je calcule A, j'en déduis B et j'en déduis C. Donc, il me reste à faire le calcul que d'un seul terme. Hein. Et ce F. Donc, il me reste en fait deux termes. Soit A, soit B, soit C et le F. D'accord? Alors, on va commencer par exemple par le F. Alors, déjà ici, le X est égal en coordonnées polaires. Vous avez X en coordonnées polaires est égal à R cosinus θ. Y est égal à R sinus θ. Avec les bornes R variées de 0 à R et θ vers 0 à 2π. Alors, je vais commencer par le calcul de F. Pour voir que F est égal à 0. Calculons F. D'accord, je vais calculer chaque terme tout seul. Hein. F est égal l'intégrale x, c'est R cosinus θ. Y, c'est R sinus θ. Il me reste le dm. Le dm, on sait très bien que lorsque j'utilise les coordonnées polaires, j'ai le ds est égal à R dr dθ. Et le dm est égal à sigma fois ds. Le sigma, je vais le sortir ici. Le sigma, je vais le sortir. F est égal, mon sigma. Il me reste ici R dr dθ. R dr dθ. Eh bien, ceci va me donner F, sigma, l'intégrale R2, 3 dr, R3 dr, de 0 à R, que je laisse, je ne vais pas calculer. Je vais revoir l'autre, c'est l'intégrale sinus θ, cosinus θ dθ, de 0 à 2π. Alors, je vais calculer en premier ce terme-là. Pourquoi? Parce que il faut toujours supposer qu'il se peut que cette valeur soit nulle. Il faut supposer, hein. Il se peut que cette valeur de f, c'est possible, hein. Il se peut que cette valeur de f soit 0. C'est pas toujours 0, mais il se peut que ce soit 0. Puisqu'il se peut que ce soit 0, je laisse ce terme-là, ça c'est R4 sur 4, je le sais, hein. Je vais voir d'abord ce terme-là. Si ce terme-là est égal à 0, c'est pas la peine de faire le calcul de ce terme. Donc, je vais commencer par déterminer ce terme. Or, ceci, l'intégrale sinus, cosinus du θ, c'est quoi? C'est sinus carré sur 2. C'est un sinus carré sur 2. Ceci, c'est un sinus carré θ sur 2 entre 0 et 2π. Et ça, sinus carré θ sur 2 de 0 à 2π, ça me fait un 0. Un 0. Et donc, mon f est égal à 0. Et donc, finalement, le f, ceci entraîne que f est égal à 0. Pourquoi c'est 0? Parce que
f, c'est le produit de cette intégrale par cette intégrale. Cette intégrale est nulle, donc f est égal à 0. J'ai donc le f est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d, e, f, les trois sont nuls. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir ici, je vais avoir un 0, 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? D'accord? Je vais avoir ici, si vous voulez, je vais réécrire la matrice par la suite. Je vais avoir ici un 0, un 0, un 0 ici, un 0 là, un 0 là, pardon. Un 0 là. Je m'excuse, je vais laisser là. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vous voyez très bien que je trouve une matrice diagonale, une matrice diagonale, une matrice diagonale. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer A, B, C. Soit je calcule A, j'en déduis B et j'en déduis C, parce qu'il y a une relation entre les trois. Sinon, avant, je vais prouver que A est égal à B. Je vais prouver que A est égal à B. Prouvons que A est égal à B. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'intégration. C'est juste un problème d'intégration. C'est pas une chose qui est automatique. Normalement, c'est le moment d'inertie. Regardez. Le moment d'inertie par rapport à cet axe. Regardez, le moment d'inertie par rapport à cet axe. Le moment d'inertie par rapport à cet axe. Je vais faire ça. Le moment d'inertie par rapport à cet axe. C'est la même chose que le moment d'inertie par rapport à cet axe. D'accord? Le moment d'inertie par rapport à l'axe x0, bien sûr x0 passons par l'origine, le moment d'inertie par rapport à cet axe, c'est le moment d'inertie, c'est la même chose que le moment d'inertie par rapport à l'axe y. C'est pour ça que A est égal à B. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que, sinon, on va le démontrer. Alors, démontrons que A est égal à B d'abord. Alors, calculons A. Calculons A. Je vais calculer A. Je vais laisser ça, ça va me permettre d'écrire ma matrice d'inertie en 0, hein, dans la base du 0 par la suite. Hein. Je vais l'utiliser pour écrire ma matrice finale. Alors, calculons le A. A est égal à l'intégrale y2 de m au point n. Ceci est égal, si je sors le sigma, l'intégrale y2 c'est r sinus θ au carré, parce que y c'est r sinus θ, et ici je vais avoir r dr dθ. Et donc ça nous fait sigma, l'intégrale r2 r3 dr, r3 dr de 0 à r, que je laisse pour l'instant. Et il me reste l'intégrale sinus carré θ de θ de 0 à 2π. Très bien, ça c'est A. D'accord? Ceci est égal, si vous voulez, sigma R4 sur 4, c'est sigma R4 sur 4, multiplié par cette intégrale de pi, sinus, cosinus de pi, ça nous fait un pi. Ça va faire un pi. Je vous laisse à vous de voir. Hein. Normalement, c'est l'intégrale de 0 à 2pi du sinus carré. Si vous voulez, le sinus carré et le cosinus carré de 0 à 2pi, ils ont tous les deux la même intégrale. Hein, la même intégrale. Donc ça nous fait 2pi divisé par ça nous fait pi. Donc ceci, ça nous fait un pi. Ça fait un pi. Et donc ça va faire le tout. Donc cette intégrale là, ça nous fait un pi. Pi. Alors je vais avoir sigma pi r4 sur 4. Sigma pi r4 sur 4. Or la masse de mon système, la masse est égale à sigma fois la surface. Est égale à sigma, la surface c'est pi R2, parce que j'ai toute la surface. Et donc la masse c'est sigma pi R2. Eh bien ça va me faire m r carré sur 4. Ça c'est pour le A. Pour le B, regardez pour le B, c'est la même chose. Je vais sortir le cycle, c'est l'intégrale sur x2 dm au point n. Très bien, ceci est égal sigma l'intégrale, cette fois-ci r cosinus θ au carré r dr de θ. C'est très bien, c'est exactement pareil, sauf que je change le x pour le B. Pour le B, je change le y que j'avais calculé pour le A, je change en x. Je vais avoir le sigma, ce terme-là, c'est l'intégrale R3 dr de 0 à R, et l'intégrale de 0 à 2pi, c'est un cosinus carré dθ. Ceci, c'est le même que celui-là. Et ceci est égal à pi aussi, c'est le même que celui-là.
Et le sigma, c'est la même que cela. Donc, ceci est égal à m r carré sur 4 est égal à A. On voit très bien que A est égal à B. D'accord? A est égal à B. Et donc, C à quoi est égal? C, c'est A plus B. Donc, C est égal à quoi? C, ben, je vais le mettre ici, hein, et après, C est égal à A plus B, est égal 2 fois A, 2 fois B est égal à M R carré sur 2. C est égal à M R carré sur 2. Très bien. Je vais remplir d'abord la matrice, et après, voilà, je mettrai mes zéros, je mets toutes les valeurs dans la matrice, voilà, j'ai fini. Et donc, voilà notre matrice d'inertie du disque dans la base B0, c'est fini, hein, je laisse, voilà. Je laisse que le C parce que, si vous voulez, je vais vous dire quelque chose là-dessus. Voilà, dans la base, cette fois-ci, dans la base B0, hein, dans la base B0. Je vais remplir ma matrice dans la base B0. Ici, j'avais un 0, un 0, un 0. Ici, j'ai 0, 0 et 0. Ici, j'ai m r carré sur 4, m r carré sur 4, m r carré sur 2. Et voilà donc ma matrice d'inertie du disque D, du disque D. La matrice d'inertie du disque D au point O0 dans la base B0. Là, voilà, c'est mr carré sur 4, mr carré sur 4, mr carré sur 2. Le moment d'inertie par rapport à l'axe Z, c'est la somme des deux moments d'inertie par rapport à x, y. Donc cet exemple-là, c'est parce que c'est Z est égal à 0. Bien, voilà votre matrice d'énergie. Alors on va s'arrêter 2 secondes et je vais revenir sur C. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de calculer A toute seule et B toute seule, je pourrais calculer le C directement et dire que A est égal à B, et C est égal 2A est égal 2B, donc A est égal C sur 2 et B est égal C sur 2. Il vaut mieux calculer B. Pourquoi? C'est X2 plus Y2, c'est R2. X2 plus Y2, c'est R2. Ça donne, c'est très simple pour faire les calculs. On va s'arrêter 5 minutes et on va reprendre.